Les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'est un constat que l'on fait en France, mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les partis écologistes semblent de plus en plus prendre l'eau. C'est Libération, par exemple, qui utilise cette expression, 5 ans après la vague verte qui avait déferlé sur le Parlement de Strasbourg. Mais bien aujourd'hui, ils peinent à se faire entendre, et c'est le cas, bien sûr, en France, où la liste portée par Marie Toussaint lutte aujourd'hui pour ne pas tomber en deçà de la barre fatidique des 5%. Comment expliquer cet état de fait? Et nous sommes en duplex avec Dominique Bourg. Bonjour. Dominique Bourg, je vous entends avec des Oui, échos assourdis. Vous êtes philosophe spécialiste des questions environnementales, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Et puis dans ce studio, Marine Braud, bonjour. Marine Braud, vous êtes ancienne conseillère écologie auprès de la Première ministre et du président Emmanuel Macron. Vous travaillez désormais dans le Conseil aux décideurs économiques. Vous faites partie des experts Terra Nova et vous avez récemment publié une note sur l'adaptation au changement climatique. Comment expliquer ce désintérêt pour les partis écologistes, pas nécessairement d'ailleurs pour les questions écologistes ou pour des partis qui auraient une partie de leur programme centrée sur l'écologie? Eh ben, je pense que justement, vous le soulignez dans votre question. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie n'est pas un sujet qui est porté exclusivement par les partis écologistes. Donc, le désintérêt, comme vous l'appelez, de certains partis écologistes n'est pas nécessairement un désintérêt pour l'écologie. Et je ne tirerai pas un lien direct entre les mauvais sondages, en particulier de la liste de Marie Toussaint, et le fait que l'écologie soit la grande absente du débat des européennes. Mais alors, l'une des explications, Marine Braud, c'est malgré tout qu'il y a très peu de thématiques transversales qui seraient portées sur les questions écologiques. Et puis, on parle beaucoup de différents thèmes, pouvoir d'achat, de la situation au Proche-Orient. Je peine à vous dire quels sont les thèmes écologistes qui sont au cœur aujourd'hui de ce débat sur les européennes. Tout à fait. En fait, je pense que si on remonte aux protestations agricoles qui ont eu lieu au début de l'année, ça a mis une lumière sur des sujets écologiques et sur, je vais dire, les aspects un peu compliqués, un peu mordants du pacte vert européen et de ce que ça peut avoir comme impact concret dans, en particulier, la vie des agriculteurs. Et en fait, ça a mis dans l'embarras une partie des partis qui étaient ceux qui auraient dû aujourd'hui faire campagne sur l'écologie en disant « Regardez, on a réussi le Green Deal et on va faire encore mieux sous la prochaine commission ». Et en fait, ça a mis l'écologie comme étant un lieu de friction qui fait que ceux qui auraient dû en parler positivement n'en parlent pas nécessairement, et ceux qui en parlent sont plutôt ceux qui disent « Revenons sur ces normes ». Dominique Bourg, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, déjà sur le fond, sans même parler des partis, la situation elle est très paradoxale. C'est-à-dire que là, on rentre dans le dur du dérèglement climatique, des autres problèmes. Récemment, par exemple, le Guardian a publié une enquête auprès des climatologues un peu du monde entier, et un grand nombre s'inquiète, si vous voulez, de la survenue rapide dans la décennie, voire dans les 5 ans, de famine, d'enflement des flux migratoires, etc. Donc ça nourrit une angoisse. On voit que cette angoisse est là. Si vous regardez par exemple le sondage qu'a sorti la Fondapol avec Ipsos, eh bien, une des premières attentes vis-à-vis de l'Union, même si elle est paradoxale parce que les gens sont sceptiques, c'est précisément de répondre à cette question de l'environnement. Puis si vous regardez un autre sondage un petit peu plus ancien, celui de l'Oboscope avec EDF, qui avait interviewé, si vous voulez, des gens de 30 pays pour voir comment évoluait la perception du changement climatique. Mais l'idée selon laquelle le changement climatique était dû aux activités humaines était passé de 70 à 63% en moyenne. Alors on se demande où les gens vont chercher, si vous voulez, cette opinion. Mais on est donc dans quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire, on a un climato-scepticisme qui reste fort, à peu près un tiers dans tous les pays, mais qui est très différent de celui qu'on connaissait dans les années 2010, par exemple. Cette fois-ci, c'est du déni. Tout un chacun voit bien les difficultés. Elles nous touchent, elles nous affectent régulièrement. Récemment, en Inde, au Mexique, vous aviez par exemple des singes qui tombaient raides morts des arbres, et on était très proche, si vous voulez, de la barre de mortalité, du seuil de mortalité en termes de chaleur humide. Donc ça, les gens l'entendent, Mais non, mais le c'est voient. ça. Alors attendez, il y a encore une autre chose, c'est qu'effectivement, quand vous entendez
quand vous voyez ça, vous voyez bien que si vous voulez réagir, c'est évidemment en changeant vos modes de vie, en changeant vos habitudes. Et c'est là qu'on arrive sur le plan politique. Hein, le paysage politique s'est fragmenté entre ceux qui disent oui, il va bien falloir changer nos manières d'exister, et ceux qui vous disent pas question. Et comme il y a énormément d'autres problèmes, vous avez parlé de la guerre, on a des problèmes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, eh bien, si vous voulez, cette façon de voir, non, c'est trop dur, mettons les choses de côté, et donc renvoyons à plus tard les sujets écologiques. C'est un peu ce qui est en train de dominer aujourd'hui, et c'est relativement grave et absurde, parce que l'écologie, c'est pas une question d'idéologie, c'est la matérialité du monde qui est en train de changer. Justement, si on est d'accord sur ce constat, est-ce que, à contrario, Dominique Bourg, ce n'est pas précisément parce que on serait aujourd'hui désespéré, parce qu'il y en a plein les journaux. Je parlais de Libé tout à l'heure. Il y a par exemple un article sur le fait que le climat est très pluvieux actuellement, que c'est lié au réchauffement climatique aussi, et ça pose des problèmes à l'agriculture. Enfin, et des exemples comme cela, j'en ai énormément. On parlait tout à l'heure des turbulences en avion. Enfin bref, tout ceci est sensible aujourd'hui, mais peut-être qu'on se dit finalement que la situation est désespérée, que c'est trop tard. Non, alors c'est pas trop tard. Maintenant, déjà, moi, ce qui me semble très important, c'est que les gens comprennent. Mais pourquoi y a-t-il des inondations qui sont de plus en plus fréquentes? Eh bien, en théorie, quand vous avez une augmentation de la température moyenne sur Terre d'1 degré, vous avez 7% d'humidité en plus. On approche des 1,5 degrés, donc on approche des 10%. Alors, ça, c'est une donnée physique. C'est pas parce que vous n'en tiendrez pas compte, c'est pas parce que vous refusez l'écologie punitive que cette donnée-là va changer. Au contraire, en agissant ainsi, vous allez l'aggraver. Et en agissant ainsi, vous ne prenez pas en compte non plus la nécessité de s'adapter. S'adapter, ça relève, si vous voulez, de chaque nation. Réduire les émissions, évidemment... Ça, c'est effectivement une autre... manière de faire. Marine Braud. Exactement, et peut-être pour rebondir sur ce que dit Dominique Bourg, je pense que clairement aujourd'hui, en politique, on n'a plus tant de climato-scepticisme, comme on le disait. On se disait que l'écologie était la grande absente, ça reste aujourd'hui quand même, clairement, la deuxième source de préoccupation selon les derniers sondages des Français qui veulent ça juste après l'immigration, mais avant le pouvoir d'achat. Le scepticisme n'est pas porté politiquement. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est pas porteur de dire je suis contre l'écologie. Par contre, ce qui est porteur, et ce que beaucoup de partis utilisent en particulier à l'extrême droite, c'est de dire je suis contre l'écologie punitive. Et donc, typiquement, si on reprend le débat qui a eu lieu entre le Premier ministre et Jordan Bardella, Jordan Bardella dit quand même dans ce débat, le défi climatique est l'un des défis de notre génération. Donc il le dit, il dit je ne suis pas anti-science. Par contre, derrière, il fait la liste de toutes les mesures sur lesquelles il veut revenir. Et c'est bien là le problème. Il fait la liste sur, de toute façon, revenir sur le Green Deal de manière générale, revenir sur les normes pour la transparence des entreprises vis-à-vis de leurs risques environnementaux, revenir sur la vente des véhicules thermiques en 2035. Vous voyez que j'ai la une des Échos, et effectivement, ça fait quelques jours, Marine Braud, que ce thème est dans les journaux. Les politiques s'emparent de la voiture électrique. C'est ce que disent les Échos aujourd'hui. On a François-Xavier Bellamy, donc chez les Républicains, Jordan Bardella pour le RN, qui veulent revenir sur l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves en 2035. Justement, de quoi est-ce le symptôme, selon vous? En fait, j'ai envie de dire que ce serait presque drôle si c'était pas tragique, si ça montrait pas une totale incompréhension de l'enjeu. Quand Jordan Bardella dit de revenir sur l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035, il oublie quand même que la grande majorité des Français n'achètent pas des véhicules neufs. Et quand on dit la vente, c'est la vente des véhicules neufs. Pourquoi on se dit 2035 ? Parce que la durée de vie moyenne d'une voiture, c'est 15 ans. Et si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut que notre parc automobile soit majoritairement non émetteur, donc principalement électrique, en 2050. Donc 2050 moins 15, ça fait 2035. Et accessoirement, si on prend l'angle plutôt des industriels, puisque c'est pour cette raison-là notamment que Bellamy veut revenir sur le sujet, un industriel, pour faire un nouveau modèle et développer une nouvelle chaîne, ça lui prend 4 à 5 ans. Donc l'Europe donne de la visibilité pour que les constructeurs européens s'adaptent à cette nouvelle réalité. Bon, mais l'un des arguments invoqués au sujet de la voiture électrique, c'est que tout le monde voudrait bien acheter une voiture électrique, mais celles-ci sont plus onéreuses, neuves et donc d'occasion
également. Et vous l'avez vu, Marine Braud, les ventes de voitures électriques ont considérablement décliné partout dans le monde. Oui, alors sur le prix des voitures, je pense qu'aujourd'hui on est en 2024, on se parle de 2035. On peut imaginer quand même que les évolutions dans les conceptions et surtout l'effet de conception en série va de toute façon amener le prix du véhicule thermique à diminuer. Les véhicules, les véhicules électriques, tout à fait. Les véhicules électriques sont déjà beaucoup moins chers aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans, 10 ans. Donc on peut imaginer qu'ils le seront moins. Et puis l'idée, c'est justement aussi de développer dès aujourd'hui l'achat des véhicules électriques, notamment pour les flottes professionnelles, parce que ce sont ces flottes-là qui demain font le marché d'occasion et vont réussir à tirer les prix vers le bas. Donc on a effectivement eu une situation qui évolue. À cet égard, sur la voiture électrique, Dominique Bourg, qu'en pensez-vous ? Très bon exemple pour montrer en quoi la stratégie de Bardella, malheureusement, peut être effective. Si vous voulez, il vous dit d'un côté, je reconnais, il y a des problèmes, mais ne faisons rien. Or, prenons le cas de la voiture électrique. Le discours officiel, effectivement, c'est qu'il convient d'électrifier le parc. Qu'est-ce que vous dit l'Académie française des sciences ? C'est que si on voulait électrifier la totalité du parc français, eh bien, à technologie inchangée, la production mondiale de métaux semi-précieux n'y suffirait pas. Si vous voulez, par exemple, électrifier le seul parc de la Grande-Bretagne, il faudrait augmenter la production de cobalt au monde par 2, de 50% celle de lithium et de 50% celle de cuivre. Les gens entendent ça. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez un objectif officiel dont on sait qu'en l'état, il n'est pas tenable. Alors, quand vous êtes face à ces difficultés, effectivement, politiquement, le discours le plus simple, c'est de faire l'autruche. Ah oui. Je veux dire, oui, je tiens compte, il y a bien un problème, mais je ne ferai rien parce que ce que vous proposez ne colle pas. Et là, on est vraiment dans le drame de l'écologie. Et c'est donc effectivement ce qui se produit pour la question donc de la voiture électrique. Dominique Bourg, vous êtes philosophe. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Marine Braud, vous êtes experte Terra Nova, ancienne conseillère écologie auprès d'Emmanuel Macron. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21 avec cette question, donc pourquoi l'écologie passe-t-elle au second plan dans cette campagne des élections européennes ? Et elle passe au second plan non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. J'ai par exemple les scores en Allemagne et aux Pays-Bas, les alliés allemands et néerlandais parmi les écologistes avaient respectivement 20% des suffrages et 10,9% en 2019 et aujourd'hui ils sont crédités de 15%, donc contre 20 et de 3% contre 10,9%. Donc la situation française n'est pas unique. En Europe, on en parle avec Dominique Bourg, philosophe spécialiste des questions environnementales, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Et puis ici dans ce studio, Marine Braud. Marine Braud, vous êtes ancienne conseillère écologie auprès de la Première ministre et d'Emmanuel Macron. Et justement, j'aimerais savoir en quoi consiste concrètement ce travail de conseillère écologie auprès donc du président de la République. Alors, c'est très intéressant parce que dans le billet politique, François Lémarie vient de dire qu'il y a 2 façons de faire de la politique, à chaud et à froid. Ben, quand on est conseiller d'un ministre, d'un Premier ministre ou d'un président de la République, on fait les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait de la politique à chaud, donc c'est-à-dire qu'on réagit aux crises et aux crises qui arrivent. Donc on conseille, l'autorité politique concert, que ce soit encore une fois un ministre ou un président de la République, pour comment gérer cette crise, comment y répondre, quelles sont les attentes qui sont exprimées chez les gens qui vont protester. Et puis on fait aussi de la politique à froid, de plus long terme, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre avec mes collègues, parce que moi je m'occupais d'écologie, mais il y a des gens qui étaient sur l'agriculture, sur les transports, sur le bâtiment, enfin il y avait plein de sujets. C'était d'essayer de programmer une planification écologique à plus long terme. Et donc qu'est-ce que ça veut dire une planification écologique ? C'est une bonne question. La planification écologique, c'est de se dire, on sait à peu près où on veut arriver. On sait qu'on vise la neutralité carbone, on vise une société qui soit
respectueuse du vivant à l'horizon 2050. Sauf que pour y parvenir, il faut trouver le chemin, il faut trouver les leviers à activer et la façon de mettre en œuvre les politiques pour réussir à atteindre cet objectif-là. Parce que c'est comme quand on fait un régime, il ne suffit pas de se dire qu'on veut perdre du poids, il faut aussi se demander comment on va changer notre nutrition. Et donc nous, notre rôle, c'était de proposer aux autorités concernées les politiques qu'on allait mettre en œuvre, à la fois en coordonnant l'action des ministères, mais aussi en allant chercher ce que j'appelle de l'intelligence extérieure. Donc la voix des ONG, des entreprises, des scientifiques, des think tanks, etc. Et justement, là-dessus, parce qu'à l'Élysée, il n'y a pas qu'une conseillère écologie, il y a par exemple un conseiller agriculture. Alors j'imagine que chacun tire la couverture à soi. Alors, ce qui est assez intéressant dans l'organisation, c'est que le conseiller agriculture et la conseillère écologie sont dans la même équipe. Parce qu'on considère que le conseiller agriculture, l'un de ses objectifs est quand même d'assurer aussi la transition vers un système agricole qui soit meilleur pour la santé de nos agriculteurs, meilleur pour l'environnement et qui assure la soutenabilité alimentaire. Après, c'est vrai qu'il y a des conseillers plus sur le pôle économie, sur le pôle budgétaire. Donc, il y a aussi des débats qui se font au sein de Matignon, au sein de l'Élysée, sur les meilleures politiques à tenir. Qui fait les arbitrages ? Qui fait les arbitrages, c'est le ou la première ministre. À mon époque, c'était la première ministre. Désormais, c'est le premier ministre. Ce n'est pas le président de la République ou, je ne sais pas, par exemple, le secrétaire général de l'Élysée, à qui l'on prête beaucoup. Alors, pour rentrer un peu dans la technique, il y a des réunions régulières entre les équipes de l'Élysée et de Matignon aussi pour les arbitrages les plus sensibles. Mais l'essentiel des arbitrages était évidemment pris au niveau du gouvernement, donc au niveau du Premier ministre. Jean Lémarie. Un gros travail de planification écologique a été fait ces derniers mois à Matignon. Aucun doute là-dessus, à peu près tout le monde est d'accord. Mais le portage politique, qui défend ensuite politiquement cette parole ? C'est une question qui se pose depuis des mois. Elle est toujours là au cœur de la campagne. Aujourd'hui, Gabriel Attal organise un séminaire autour de la planification. Mais la majorité elle-même parle peu d'écologie dans cette campagne. Je pense que peu de gens parlent beaucoup d'écologie dans cette campagne et c'est pas le propre de la majorité présidentielle. Il y a des personnalités quand même qui sont très impliquées et qui continuent à défendre fortement le pacte vert pour l'environnement. Et je pense notamment à Pascal Canfin, qui a été président de la commission... Qui s'est senti bien isolé ces derniers mois, hein. Qui était président de la commission environnement au Parlement européen, qui est quand même l'un des grands architectes du Green Deal, membre de la majorité présidentielle, et qui effectivement a été l'une des personnalités très attaquées pendant les protestations agricoles, parce que certains agriculteurs qui se considéraient à risque à cause du Green Deal l'ont pointé du doigt. Dominique Bourg, vous êtes philosophe en duplex, c'est un nouveau travail qu'on a créé à France Culture. Vous êtes engagé en politique, ça n'est plus le cas, hein. D'ailleurs l'Arcom veille, donc ne nous dites pas pour qui il faudrait voter ou pour qui vous allez voter, parce que sinon l'Arcom nous disputerait. Mais j'aimerais quand même que vous nous donniez votre point de vue sur la manière dont les politiques traitent l'écologie politique. Déjà deux choses. La première chose, on a vraiment un changement de discours radical du côté du gouvernement et du pouvoir, hein. Souvenez-vous, 2022, mon prochain quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Non, franchement les amis, là on se moque relativement du monde. Là on est du côté du gouvernement, on est passé de façon très claire un peu du côté du discours droite, c'est-à-dire que l'écologie c'est casse-pied, c'est punitif, même en allant beaucoup plus loin, puisque on a même une criminalisation, si vous voulez, de l'activisme, du militantisme écologique. C'est quelque chose qui est au contraire relativement inquiétant. Maintenant, si je regarde l'offre politique pour les européennes, c'est quand même très compliqué. Là, j'ai encore regardé tout à l'heure les analyses du RAC, hein, du réseau Action Climat, sur les différentes propositions politiques. Déjà, première chose, on pourrait s'inquiéter autant du changement de la composition attendue en termes de coloration politique du Parlement européen que d'une prochaine éventuelle élection de Trump. C'est-à-dire que là aussi, on risque d'avoir une régression environnementale énorme. Et on l'a vu justement avec les manifestations sur l'agriculture. On a encore vu récemment avec la loi Écophyto, on a un ministre qui, lui, a changé le thermomètre. C'est-à-dire il a conçu de telle sorte que, eh bien, on ne voit même plus, au contraire, les dégâts en termes de produits phytosanitaires. Mais maintenant, si
si je regarde du côté de l'offre politique, on a quand même 3 formations qui mettent l'écologie vraiment en avant. On a effectivement Les Verts, Place Publique et la France Insoumise. Et si vous additionnez 7 et 14-15, ça vous fait au moins 30%. On est à peu près dans ce que nous disent les sondages sur la partie de la population qui n'est en aucune manière, je dis bien en aucune manière parce qu'on a vu que c'était paradoxal, qui est en aucune manière climato-sceptique. Et là, c'est plus fort à la limite que ce que vous aurez en Allemagne ou que ce que vous aurez en Hollande. Mais attendez, Dominique Bourg, attendez, parce que comme vous êtes en duplex, c'est compliqué. Dominique Bourg, est-ce que ça veut dire que vous êtes en désaccord avec l'idée que finalement on n'a plus besoin d'un parti écologiste parce que l'écologie est partout ? Non, je ne me prononce pas là-dessus. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le plan strict de l'écologie, quand vous regardez les programmes de ces 3 formations, c'est relativement proche. Maintenant, ce qui les distingue, c'est pas du côté de l'écologie. C'est du côté de la France Insoumise, ben vous allez devoir acheter le Hamas avec. C'est peut-être pas totalement évident. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord avec cette présentation des choses. Mais moi, il y a un style, disons, qui est particulier, la France Insoumise, qui n'est pas du tout le style de Place Publique, et qui n'est pas du tout le style des Verts, si vous voulez. Et donc, à la limite, les distinguos vont se faire pas tant sur l'offre écologique que sur ce qui l'accompagne. On a une insistance sur les droits humains avec Place Publique, on a une insistance sur le devenir puissance de l'Europe, etc. On va avoir encore un autre discours du côté des Verts. Donc ça, c'est déjà, sur le plan, si vous voulez, strictement politique, c'est quand même relativement intéressant. C'est-à-dire qu'on a 3 formations dont le cœur de proposition en écologie va être relativement semblable et qui vont se distinguer sur des points fondamentaux. Sur des choses importantes. Mon camarade Jean Lémarie aimerait vous poser une question. Oui, j'aimerais qu'on prolonge sur ce dont vous parliez tout à l'heure, Marine Braud, le fait que la préoccupation écologique est toujours très haute dans les enquêtes d'opinion. Au sein de l'opinion, ça inquiète, ça travaille, ça préoccupe, on y pense. Dominique Bourg, qui est le plus en avant finalement aujourd'hui sur ces sujets pour vous ? Les citoyens ou les politiques ? Dominique Bourg. Alors, très clairement, certains citoyens. Et c'est ça qui est très étonnant. En fait, on a une tonalité générale qui est totalement anti-écolo. On a des entreprises qui continuent à aller vraiment de l'avant. Et moi, je fais partie de différents comités de mission. Je peux en parler. On a, tout à l'heure, vous avez entendu un expert sur l'aviation avec un discours qui est, à mon avis, vraiment le discours qu'il faut tenir. On a un problème de civilisation en écologie. On n'a pas simplement un problème de mesures politiques, d'objectifs à court terme. On a énormément d'expériences citoyennes. Alors, du côté de l'agroécologie, etc., ça fourmille de toutes parts. C'est-à-dire qu'on a une société qui, dans une certaine partie, bouge énormément avec des gens qui sont totalement OK pour changer leur mode de vie avec des réflexions qui sont très intéressantes. Et on a, de manière générale, si vous voulez, une presse et des formations politiques dominantes qui opposent à ça le déni. Donc, en fait, on a une France complètement coupée entre la partie qui avance et elle est paradoxale, elle avance sur des sujets très différents et qui ne se retrouve absolument pas dans ce miroir, si vous voulez, que donne la presse en général. Une césure. Vous êtes d'accord, Marine Braud ? Alors, oui, plutôt sur l'idée qu'aujourd'hui, en fait, il y a une position un peu paradoxale au niveau des Français qui se retrouvent finalement dans le monde politique, qui est, aujourd'hui, vous allez trouver peu de Français qui vont vous dire je ne suis pas intéressé par les questions environnementales, tout ça, c'est pas mon sujet, et puis, il faut pas le faire. Par contre, dès qu'on rentre dans le dur, dès qu'on rentre dans des mesures concrètes, c'est là où on se dit, alors moi, évidemment, je suis pour une bonne qualité de l'air dans les villes qui va éviter de donner de l'asthme aux enfants. Par contre, quand ça, on le transforme en... Du coup, on interdit les véhicules diesel, les vieux véhicules diesel dans les centres-villes. C'est là où on entre dans le dur et où les gens ne sont plus forcément toujours aussi d'accord. Alors justement, les arbitrages du politique, parce que ce qui est intéressant, c'est comme vous avez été ancienne conseillère à la fois de la Première ministre, d'Emmanuel Macron, vous étiez au pied du mur. Et j'imagine que vous étiez soumise à différentes pressions parce qu'il y avait un choc entre vos convictions et les principes de réalité, comme les appellent les politiques. Alors, je ne vous ferai pas mon CV, mais j'ai aussi conseillé des ministres de l'Environnement, donc j'ai vraiment été aux différents niveaux de décision sur ce sujet-là. En fait, je ne sais pas si j'appellerais ça des conflits de réalité. Le sujet, c'est qu'on est face à un domaine où, d'une certaine façon, ce qui était facile à faire,
on l'a fait ou on est en train de finir de le faire. Par exemple, ce qui permet de réduire le plus nos émissions de gaz à effet de serre, c'est fermer nos centrales à charbon. On s'apprête à fermer la dernière. Par contre, là, on va commencer à rentrer vraiment dans les mesures du quotidien des Français. Les mesures qui touchent la voiture, les mesures qui touchent l'habitation, les mesures qui vont toucher l'alimentation. Et donc, forcément, on arrive sur des sujets d'acceptabilité à la fois pour les entreprises, pour les citoyens, qui font que j'ai envie de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire parfois. Mais alors, sur les pesticides, par exemple, le Roundup, est-ce que le gouvernement a tout simplement cédé à la FNSEA, ce qui est quelque chose de tout à fait audible, hein. Il faut bien céder à la FNSEA, j'imagine, quand on ne veut pas avoir des agriculteurs sur les autoroutes qui bloquent les voies rapides. C'est un sujet intéressant que vous pointez sur le glyphosate. Parce qu'en fait, le glyphosate, forcément, si on regarde le sujet d'un peu loin, on se dit évidemment qu'il faut interdire ce produit-là. D'ailleurs, j'en parle sans trop savoir de quoi je parle. Je ne sais pas exactement quel impact ça a, mais il y a eu une campagne médiatique dessus, donc je me dis qu'il faut l'arrêter. Et puis après, quand on regarde au cas par cas, on se dit... Ah, mais peut-être que dans ce cas-là, je vous prends un exemple, c'est l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est une agriculture qui ne retourne pas les sols. Et en fait, ne pas retourner les sols, c'est hyper important pour maintenir la vie dans le sol. Et au final, cette Je ne suis pas sûr de vous agriculture-là... comprendre. C'est-à-dire, le fait d'utiliser du Roundup permet de ne pas faire de labour? En fait, exactement. Dans cette agriculture-là, pour éviter de labourer avant de planter, ils mettent un tout petit peu de glyphosate. Et en fait, on se rend compte que l'impact environnemental du peu de glyphosate qui est mis à ce moment-là est probablement moins important que le labour sur la vie des sols. Dominique Bourg, qu'en pensez-vous justement du labour? Non, alors sur ce plan-là, ce qui vient d'être dit est pas faux du tout, et ça fait partie, si vous voulez, de la complexité en fait des enjeux écologiques. Pas faux. Mais je C'est-à-dire que voudrais, pour vous accepteriez un petit peu de glyphosate pour justement ne pas avoir à labourer les non, sols? je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que l'agriculture de conservation, c'est une pratique qui est intéressante, et c'est une pratique qu'on ne peut pas simplement rejeter comme ça. Maintenant, il y a, si vous voulez, un ensemble d'autres pratiques qu'on appelle l'agroécologie, où vous n'aurez aucun usage de glyphosate. Et on sait que le glyphosate, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et c'est un produit dangereux et en plus persistant, etc. Mais c'est Mais par vrai qu'on contre, peut... moi j'ai entendu beaucoup d'écologistes effectivement critiquer fortement la pratique du labour en disant que voilà, c'était un non-sens. Si on ne laboure pas, comment faire pour justement remplir le même rôle que les pesticides sans utiliser de pesticides? Vous pouvez avoir des pratiques de non-labour où on ne va pas utiliser des pesticides, mais effectivement, en termes de travail, ça sera plus intensif. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, juste avant, sur, si vous voulez, le fait effectivement qu'on avait en fait pratiqué les mesures les plus simples, les plus faciles, fermer les centrales thermiques, etc. Et que maintenant, pour continuer à avancer dans la réduction des émissions, en plus compte tenu du fait que la forêt capte beaucoup moins, hein, le gain de cette année, là, les 5-8%, c'est à peine au-dessus, si vous voulez, du manque à gagner. En fait, si vous voulez, les forêts, autrefois, absorbaient il y a 20 ans 20 millions de tonnes. Elles en absorbaient il y a 10 ans 40 millions. Maintenant, on est plutôt du côté des 20. Donc, si vous tenez compte de la baisse de la capacité des puits de carbone, ben, notre gain d'émissions, il est quasi nul si vous le comparez à ça. Alors maintenant, effectivement, pour continuer sur la pente de cette baisse, on va devoir modifier, si vous voulez, des modes de comportement. Et c'est là, effectivement, qu'on va retrouver le clivage droite-gauche. Si vous voulez, à droite, aujourd'hui, le discours qu'on sert aux gens, vous n'avez pas à changer, vous n'aurez pas à changer. OK, il y a des dangers, on s'en occupera par ailleurs, ce qui est un discours fallacieux, faux, mensonger. Si vous le poussez à la caricature, c'est celui de Trump. Heidi Sevestre vous a dit tout à l'heure ce que ça signifiait. Et il y a un discours qui n'est pas complètement présent, même à gauche, dans si vous voulez, dans la difficulté qu'il y a à faire accepter des transformations. Et ces transformations, il faut les faire dans un contexte aujourd'hui qui est avec, en tout cas, une sensibilité aux inégalités et des inégalités réelles qui ont quand même augmenté, avec des problèmes de pouvoir d'achat qui touchent une partie quand même
extrêmement importante de la population. Donc là, on rentre dans le dur et c'est vrai qu'en soi, c'est extrêmement difficile. Et oui, et c'est peut-être ça le problème, ou c'était peut-être ça votre problème quand vous avez travaillé avec Emmanuel Macron ou avec Elisabeth Borne, Marine Braud, comme il est difficile de savoir si la Macronie est à droite, à gauche, chacun a des idées là-dessus. Bah, elle était de droite et de gauche, donc avec des mesures de droite et de gauche, et donc une politique écologiste qui était perçue comme incohérente. Alors, moi, je persiste à dire que l'écologie n'a pas de parti politique et n'est ni à droite ni à gauche. Ça, je fais la moue. Je vois que vous faites la moue. Moi, je persiste à le penser. Après, ce qui est vrai, c'est que les solutions qui sont prônées en fonction du bord politique ne sont pas les mêmes. C'est ce Qu'aujourd'hui, que je on voulais a, dire. notamment dans la campagne européenne, on a des propositions qui sont quand même très centrées sur la technologie et, comme le dit très bien Dominique Bourg, sur vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à faire. Et ça, c'est faux. On ne peut pas dire ça aux Français parce que, oui, dans tous les cas, il va falloir tous qu'on change nos façons de consommer, de produire. De nous déplacer. De nous déplacer, d'habiter, de consommer. Enfin, c'est un vrai, Je c'est un disais vrai de nous changement de vie. déplacer parce qu'on l'a évoqué en première partie, mais par exemple, la voiture électrique, alors ça, c'est un vrai curseur sur le plan politique Tout aujourd'hui. à fait. Et sachant qu'en plus, et comme le disait aussi Dominique Bourg tout à l'heure, c'est pas qu'un sujet de voiture électrique, c'est aussi un sujet de moins se déplacer ou de se déplacer autrement avec d'autres moyens de transport parce qu'on ne pourra pas remplacer l'intégralité des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Mais justement, pour revenir à cette question de l'acceptabilité, en fait, aujourd'hui, on est au milieu d'un marathon, on voit où est la ligne d'arrivée et cette ligne d'arrivée, il faut qu'on la passe tous ensemble. Pour réussir à la passer tous ensemble, on a plusieurs outils pour essayer de se motiver à maintenir le rythme. Le premier, c'est juste de s'encourager, de se sensibiliser, de se dire bah voilà pourquoi on le fait, parce que c'est grave, parce qu'on veut y arriver. Après, il y a quelque chose qui est un petit peu plus fort, c'est les incitations notamment financières, les aides que l'État va pouvoir mettre pour changer de voiture, pour rénover son logement. Et puis enfin, il y a la réglementation. Pour ceux qui traînent à l'arrière et qui ne veulent pas y aller, il va bien falloir aller les chercher par de la contrainte. Et aujourd'hui, comme on est quand même face à une politique où on rogne un peu sur le budget, donc on limite un petit peu les incitations, et puis on ne veut pas faire d'écologie punitive, donc on va réduire la norme. On peut se dire que clairement, si on en reste à juste se dire voilà pourquoi on y va et pourquoi c'est important, en fait, on n'y arrivera pas. Jean Lémarie. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est toute la question. Non, le sujet, c'est de se dire il faut absolument qu'on revienne sur un moment où on va quand même se poser la question de quelles sont les incitations, quelles sont les subventions les plus efficaces, quelles sont les normes qu'il faudra aller faire. C'est mentir aux Français que de dire qu'on ne fera plus de normes et que même on va revenir sur celles qui existent. Alors ce sera peut-être pas demain, mais après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, il va falloir encore une fois qu'on aille chercher les retardataires, ceux qui n'auront pas été poussés juste par la volonté collective d'y aller ou par les incitations financières. Qu'en pensez-vous, Dominique Bourg? Je suis d'accord avec ce que Marine Braud vient de dire tout de suite, hein, absolument. Mais je voudrais revenir, si vous voulez, sur la question droite-gauche. Bon, ce qui est ni de droite ni de gauche, c'est le diagnostic. C'est la difficulté vraiment matérielle des problèmes. En revanche, non, dans une démocratie, il faut arriver à traiter un problème avec une coloration gauche ou une coloration droite. C'est ce qui avait fait, si vous voulez, la force des démocraties. La situation terrible dans laquelle on est aujourd'hui, pour le moment, le traitement droite, c'est le déni du diagnostic, soit frontal, soit de façon indirecte. Et donc avec ça, effectivement, on n'avance pas. Non seulement on n'avance pas, mais on recule. C'est ce qu'on a vu récemment après les manifestations des agriculteurs. Or, si vous reculez par rapport à une réalité qui avance, eh bien, en fait, vous aggravez les problèmes et vous rendez les solutions de demain beaucoup plus difficiles encore. Et c'est la panade dans laquelle, je suis désolé, on se trouve aujourd'hui. Après, je vais peut-être avoir une vision un tout petit peu plus optimiste que celle de Dominique Bourg, parce que quand même, dans l'histoire de l'écologie, on voit des avancées, on voit une prise de conscience, et puis on voit souvent qu'il y a des moments de recul. On se souvient tous de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture qui dit « l'écologie, ça commence à bien faire ». Sauf que quand on recule, on revient jamais au point précédent. Donc là, on est probablement dans une phase où on avait eu une grosse poussée avec le Green Deal, avec le post-Covid, l'idée que le monde d'après ne serait pas le monde d'avant. Vous avez mentionné la volonté du président que son quinquennat soit écologique ou ne soit pas. On a eu toute cette poussée-là.
Là, peut-être qu'on est dans une phase un petit peu de recul, mais j'ai envie de penser qu'on ne repartira pas au point où on était avant et qu'on aura à nouveau une avancée après. Merci beaucoup Marine Braud. Je rappelle que vous êtes ancienne conseillère écologique auprès de la Première ministre et du Président de la République. Vous travaillez désormais dans le Conseil aux décideurs économiques et vous avez fait partie des experts Terra Nova. Vous avez récemment publié une note sur l'adaptation au changement climatique qu'on trouve donc sur le site de Terra Nova. Merci Dominique Bourg, philosophe, spécialiste des questions environnementales et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. 8h43 sur France Culture.